Voilà, retour sur ce plateau pour l'analyse de quelques informations relayées par de nombreux quotidiens ce matin. Bonjour Marc Goudjanou. Bonjour Carole Olaye, bonjour à tous nos amis internautes et à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi matin. Voilà, en attendant l'arrivée de Roland Laurent Toné-Inkes, nous allons démarrer l'analyse de ce matin. Une information qui se retrouve à la une du quotidien L'Indépendant. L'Indépendant qui s'intéresse à l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le Niger annonce son retrait de la francophonie. Voilà. OIF, le Niger annonce son retrait de la francophonie. Marc Goudjanou. Je pense que ça ne devait pas être quelque chose d'étonnant lorsqu'on connaît déjà la position du Niger et la position de l'AES sur un certain nombre de questions liées, en tout cas, liées aux Occidentaux, liées au partenariat surtout avec la France et avec tous ces pays occidentaux qui essaient quand même de pouvoir, qui avaient quand même créé un certain nombre d'institutions, un certain nombre de choses pour pouvoir quand même essayer de fédérer certaines nations africaines autour de la chose. Et l'AES, déjà, dont fait partie, le Niger a déjà entrepris un certain nombre de choses, en commençant déjà par quitter la CEDEAO, qu'ils estiment déjà que elle ne répond plus quand même à certaines exigences liées aux ambitions, de leur État. Et donc, du coup, ça ne sera pas étonnant qu'ils quittent l'Organisation internationale, l'OIF de la francophonie, parce que sûrement ne se sentant plus à l'aise au sein de cette organisation, alors qu'il faut dire également que est-ce que cette organisation a effectivement la liberté de pouvoir faire les choses de façon indépendante, ou bien il a toujours eu la main guidée de la France ou d'autres pays francophones, la Belgique et autres, dans la gestion des affaires au sein de l'OIF. Donc, c'est une question qui demeure très importante et il faudrait quand même essayer d'élucider la chose pour pouvoir comprendre dans quelle mesure le Niger a décidé de quitter et quels sont les griefs que le Niger a envers la francophonie. Et ne vous étonnez pas que d'ici là, vous verrez également le Mali quitter l'OIF, vous verrez également le Burkina quitter l'OIF. Et donc, ils sont toujours dans leur dynamique anti-impérialisme. Et donc, ce ne sera pas étonnant que, même s'il existait certaines organisations liées à la francophonie, qu'ils arrivent à quitter ces organisations-là. Roland, bonjour. Roland, bonjour. Carole Olaye, bonjour. Bonjour. Nous avons démarré il y a quelques minutes avant vous. Voilà, on parlait du départ annoncé du Niger, de l'OIF. Je demandais tantôt la lecture de Marc Goudjanou. Ce sera la même question pour vous. Alors, quand on dit la francophonie, c'est quoi? Ça fait penser à quoi? Ça fait penser au français. Tout à fait. À la langue française. Et quand on parle de la langue française, ça fait penser à quoi? À la France. À la France. Pour un pays qui, en réalité, dit ne plus vouloir collaborer avec la France, quoi de plus normal, de plus logique que de les voir quitter la francophonie? Sauf que, quand vous quittez la francophonie, quel est votre point de chute? C'est ça la véritable question qu'on doit poser aux autorités nigériennes. On a pu voir, comment vous appelez, Ali Bongo, même s'il n'a pas quitté à proprement parler la francophonie, mais qui a adopté la langue anglaise comme langue officielle dans son pays. On a vu la même chose avec Paul Kagame au Rwanda, qui, à un moment donné, a dû batailler. En tout cas, c'était en quelque sorte un chantage pour pouvoir positionner sa compatriote comme secrétaire général de la francophonie. Donc, dans le cas d'espèce, quels sont les leviers sur lesquels le Niger veut se baser? Est-ce que le Niger, dans le prolongement du Nigeria, veut désormais adopter la langue anglaise? On attend de voir. Sauf que quand on voit un peu, comme tout peuple de la sous-région, il n'y a pas de langue officielle à proprement parler, que ce soit langue officielle. C'est malheureusement, c'est le cas, je dirais,
pratiquement l'exception, c'est le Sénégal, où parfois le français et le wolof sont parlés comme langue officielle, donc au mélanger. Vous les voyez parler français un peu après virer vers le wolof. Bon, maintenant, est-ce que le Niger va adopter... Ça préparer à cela. Parce qu'en réalité, moi, je le dis, hein, il ne faut pas qu'on prenne des décisions sur des coups de tête. Parce qu'en fait, on ne veut pas d'un partenaire, en tout cas historique, oui, on se décide à prendre la décision parce qu'on veut partir, on veut montrer que oui, on ne veut pas collaborer. Non, il faut quand même que les autorités nigériennes réfléchissent sérieusement à cette possibilité. Quelles seraient les conséquences? Justement, c'est ma question. Quels seront les impacts de ces décisions sur déjà la population nigérienne? Oui, non, déjà, non, écoutez, les gens vont continuer à parler le français au Niger, ils n'ont pas d'autre choix. Mais officiellement? Officiellement aussi, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'ont pas préparé les populations nigériennes à adopter une langue nationale dans laquelle ils vont communiquer. Ce n'est pas possible. Donc, ils vont continuer à parler le français. Sauf qu'ils ne vont plus participer aux activités de la francophonie. Ils ne vont plus participer, donner leur cotisation en termes en tout cas, leur cotisation pour le fonctionnement de la francophonie. Ils ne vont pas plus participer aux conférences, aux séminaires de la francophonie, tout cela. Et donc, ils ne pourront maintenant plus, aussi positionner des cadres nigériens pour les postes au niveau de la francophonie. Mais quand on fait tout ça, on met en difficulté les populations. Moi, je suis... écoutez, je peux être d'accord avec une certaine démarche de certains dirigeants qui sont venus au pouvoir par la force. Sauf que, je le dis toujours, je n'encourage pas un coup d'État. Mais si ce n'est que les raisons évoquées à un moment donné, et s'ils ont l'ambition de bien faire les choses, on peut comprendre la limite. Mais parfois, quand on prend des décisions comme ça, vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec la collaboration avec la France. Ça, c'est normal. Dans tous les pays africains aujourd'hui, en tout cas, Afrique noire, le discours est le même. Vous avez décidé de vous séparer de la France. Mais vous n'avez pas préparé votre population à adopter une langue nationale comme langue officielle. Vous décidez de quitter. Ou toute autre langue. Voilà. Et puis, vous avez des cadres en réalité qui ont la possibilité d'occuper des postes dans cette organisation internationale. Quand vous faites ça, vous mettez en difficulté vos cadres parce qu'il y a des gens qui ont des compétences et vous ne pouvez même pas les occuper au plan national. Vous ne pouvez pas les payer au plan national. Ces gens ont la chance d'aller travailler au plan international. Et quand vous faites ça, vous les mettez en difficulté. Et puis après, toutes les conséquences, parce que dès lors que vous quittez la francophonie de cette manière, la France prend hâte et les représailles commencent. Dans les autres organisations où, en réalité, vous devez avoir à compter sur la France ou les partenaires de la France, parce que n'oubliez pas que la France est toujours là, et il y a des pays qui sont partenaires jusqu'à l'heure où nous parlons de la France et qui ne sont pas prêts à se retourner et qui sont prêts à même accompagner la France dans sa dynamique. Alors, quand vous vous retrouvez dans deux organisations, et il se fait que c'est la France qui doit vous soutenir, ou ces pays partenaires de la France qui doivent vous soutenir, la France donne un mot d'ordre. Ne les soutenez pas. Donc, continuez à mettre en difficulté vos cadres au plan international. J'estime qu'il va falloir, ce n'est pas encore fait, c'est annoncé. Je voudrais que Tiani et son groupe comprennent que ce qu'ils veulent faire là, ça va impacter négativement les cadres nigériens, ça va forcément impacter le commun des Nigériens. Et donc, il vaut mieux prendre du recul encore et voir si vous voulez aller à la langue anglaise, vous le dites clairement et vous discutez pour comprendre que dès lors que vous quittez ça, le français, vous rentrez dans le Commonwealth avec le Ghana, le Nigeria et autres, la Grande-Bretagne et autres. Vous savez que vous êtes avec d'autres partenaires qui sont aussi plus puissants ou bien aussi puissants que la France. Mais si ce n'est que annoncé parce que sous un coup de tête, on veut toujours coûte que coûte montrer que la France est une mauvaise nation. La France reste la France, les Français restent les Français, mais il va falloir que Tiani revienne à cette décision, réfléchisse sérieusement sur les impacts que cela peut générer pour son peuple avant de passer à l'acte. Bon, moi je voudrais revenir un peu sur la question de l'OIF en disant en réalité, depuis les indépendances, qu'est-ce que l'OIF a pu nous apporter de façon très concrète en réalité aux pays francophones. Aujourd'hui, vous voyez le niveau de l'enseignement qui a dégringolé carrément. Et le système éducatif que les Français essaient de mettre en place dans les pays francophones, ce n'est pas le même système qu'ils adoptent chez eux. Et donc, du coup, à un moment donné, la preuve, on l'a toujours dénoncé ici, allez dans nos universités un peu partout. On forme les enfants pour aller travailler dans les administrations, dans les bureaux. L'entrepreneuriat est laissé de côté. Et c'est à ce système-là que les Français nous ont habitués. À travers également l'OIF, qui se charge de la formation, d'accord,
de l'éducation. De l'éducation. Exactement. Et donc, ça participe à toujours enliser en réalité l'Afrique dans la dynamique qu'il s'était donnée depuis la nuit des temps. Et puis, dans cet ensemble-là, je remarque que c'est important peut-être qu'effectivement certaines nations puissent décider se désolidariser. de ça maintenant. Préparé? Exactement. Puisque nous, on n'est pas dans leur politique. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être pas que forcément ils iront dans une organisation anglophone, pas forcément. Mais peut-être qu'ils vont se désolidariser à travers un certain nombre de dispositions qui sont mises en place. Parce qu'il faut remarquer, la plupart de ces institutions, de ces organisations qui ont été mises en place par la France, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir la même mise sur ces pays francophones-là. C'est pour pouvoir mettre des réformes compte tenu de leur politique française qu'ils veulent. Et ça a été toujours comme ça. Même les cadres qui sont recrutés par ces structures-là, on vous donne une méthodologie à adopter. Il y a des principes à respecter. Et ces principes ne vont jamais occulter l'intérêt de la France. Et donc l'OIF a été installé en prime abord d'abord pour l'intérêt de la France et non pour l'intérêt des Africains. Mieux, la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous avons adopté cette langue qui est la langue française aujourd'hui. Le système éducatif dans lequel on nous a mis, un système éducatif qui aujourd'hui a montré ses limites. Sur tous les plans, a montré ses limites. Et donc, il faille quand même, si l'AES, je dirais, le Niger, à travers l'AES, décide de rompre ses relations, par exemple, j'espère pour eux qu'ils ont réfléchi, ils ont mûri leur réflexion sur l'après-l'OIF. Parce que c'est vrai que l'Afrique regorge de beaucoup de cadres, et le Niger également en regorge également. Et que peut-être en leur sein, ils aient eu déjà à faire des colloques scientifiques sur la question, à réfléchir à quelle orientation ils veulent donner. C'est vrai qu'en quittant l'OIF, cela ne veut pas dire qu'ils auront encore des accords bilatéraux avec certains pays issus de la francophonie. Ce n'est pas exclu. Ça ne veut pas dire d'office qu'ils rendent la preuve. Ce n'est pas en quittant la CEDEAO qu'ils auront les liens avec tous les pays de la CEDEAO. Et donc, pris ainsi, je pense que c'est peut-être toujours cette rupture avec la France qui les amène à pouvoir prendre cette décision. Mais il faut que ça soit une décision vraiment réfléchie qui leur permette quand même de mettre en place un mécanisme qui puisse leur permettre d'assurer l'autonomie dont ils ont tant besoin. Et aujourd'hui, où hier, on a toujours prôné la valorisation des langues maternelles dans nos écoles et autres. Ça n'a pas eu lieu, ça ne se fait pas. Alors que c'est ça qui est en réalité notre identité culturelle. C'est ça qui fait de nous, en réalité, si on doit parler des Béninois, on ne peut pas parler du Béninois sans parler de sa langue maternelle, du fond, sans parler peut-être du Yoruba, sans parler d'autres langues, d'autres dialectes qu'on parle, effectivement. Alors que ces dialectes ne sont pas enseignés, en général, à la base même. Vous voyez aujourd'hui, même dans le cocon familial, ou certains dans le cocon familial, où parfois certains membres de la famille imposent à leurs enfants même de ne pas parler la langue maternelle à la maison. On ne l'impose pas. Juste les discussions à la maison se font plus en français. Il faut forcément commencer par donner cette envie. Même si le système éducatif ou même si les financements qu'on obtient de l'OIF et de certaines organisations de la France nous empêchent peut-être de mettre ce dispositif en place, il faut que nous-mêmes, par exemple, quand Laurent a cité le Sénégal, c'est parce que le Sénégal, à un moment donné, a commencé par instaurer cela à partir de la base familiale. Justement. Et c'est ce que nous-mêmes, nous devons commencer par faire. On doit commencer par imposer cela à nos enfants. Moi, c'est vrai que mes enfants, ils vont à l'école. La langue qu'ils parlent généralement là-bas, c'est le français. Mais quand ils reviennent à la maison, parfois, à un moment donné, j'ai compris que mes enfants n'arrivent même plus à parler leur langue maternelle. J'ai commencé par leur imposer ça. J'ai dit à leur maman, quand ils viennent, commence par leur parler ta langue. Et commence par leur parler ma langue parce qu'on n'est pas issus de la même ethnie. Donc, tu leur parles Mina, moi je leur parle le fond. Ça leur permettra quand même d'avoir des bases, au moins au niveau de leur langue maternelle, qui puissent leur permettre d'affirmer leur identité. Alors, si vous perdez votre langue et que vous vous affirmez, je pense qu'il y a même certaines personnes qui sont fières même de pouvoir... De voir leurs enfants parler correctement, couramment français, alors que leur langue maternelle est laissée pour compte. Moi, je pense que, bon, Mac dit qu'est-ce que l'OIF a apporté aux pays francophones. Je ne vais pas citer des actions de l'OIF. C'est vrai que derrière chaque organisation, il y a toujours des intérêts inavoués de certaines puissances, mais ces organisations ont toujours apporté des choses en tout cas à nos peuples. Je donne l'exemple simplement, je connais un jeune du Bénin qui a été jeune entrepreneur de la francophonie en 2017.
ça l'a relancé. Aujourd'hui, il fait partie des jeunes. Parmi combien de jeunes? Non, écoutez, on dit... Parmi combien de jeunes en réalité? Je dis... Sur des exceptions. Ce n'est pas des exceptions. Chaque année, il y a une compétition qui se fait. Et si vous avez une entreprise, attendez, si vous postulez et que vous... Le but fondamental des acteurs de la francophonie, c'est quoi? En initiant même ces projets-là, le but, c'est quoi? Celui dont je parle, par exemple, là, lui, il fait l'engrais bio. Il fait ça au Bénin. Personne ne l'a empêché. Ce n'est pas ma question. Non, attendez. Le but des initiateurs de cette chose, j'ai dit tout à l'heure que derrière toute organisation, il y a toujours des intérêts inavoués. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Sauf qu'on ne va pas dire qu'ils n'apportent rien à nos communautés. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, j'ai même parlé du financement, j'ai parlé du côté éducatif. Parlant du français, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'ils n'apportent rien. Il revient à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités. Il revient à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités. S'ils sont toujours sous... Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout le temps jeter la pierre à la France. C'est qu'il faut que nous puissions avoir des dirigeants audacieux qui prennent leurs responsabilités. Mais c'est ce que le Niger est en train de faire. Mais toutefois... en le faisant, il faut quand même se préparer. Ce que j'ai dit, il faut qu'ils se préparent. Parce qu'en l'État, si vous ne vous préparez pas et que vous prenez une décision sur un coup de tête, vous mettez en difficulté vos populations. Parce que ça va être la catastrophe, les gens seront en difficulté, il n'y aura pas d'autre solution. Et il n'y a plus de porte c'est ce à quoi on les encourage donc ça veut dire quoi? On peut, par exemple, je prends le Bénin, par exemple, on est à côté du Grand Nigeria. On parle le français, les gars parlent l'anglais à côté. Il y a des millions, des milliards qu'on peut gagner par jour si on comprend bien l'anglais pour aller faire des affaires avec ces gens-là. Heureusement qu'on a une langue commune qui est le Yoruba qui permet, à qui? Ça permet à ceux qui sont de l'Est du Bénin, Kétou, Ilara et autres, là, de profiter. La grande partie. Et dans les collines, ça va et Parakou, la limite là. Mais en réalité, si nous n'avions pas cette barrière linguistique qu'est le français ou l'anglais, en réalité, le Bénin ne devait plus être à ce niveau parce que tout le monde peut être bilingue. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y a possibilité aussi que nos dirigeants réfléchissent à la possibilité. J'ai entendu dire il y a quelques semaines que le Bénin deviendra un pays bilingue. On parlera anglais et français. Ça va faciliter les tâches. Ce qui fait qu'il y a l'essor des écoles bilingues au Bénin aujourd'hui. Mais je pense que l'idéal, parce que quand vous prenez les puissances comme la Corée et la Chine aujourd'hui, c'est des gens qui, il y a 50 ans, n'avaient pas... pour autant n'étaient pas du tout développés et n'avaient même pas rêvé de se développer de cette manière. Mais dans leur langue, ils ont communiqué. Ils ont communiqué dans leur langue. Ça leur a permis quand même de cacher des choses aux autres impérialistes et de pouvoir s'organiser et de surprendre le monde entier. Un jour, on se rend compte que la Corée est devenue une puissance, on se rend compte que la Chine est devenue une puissance. Et le Sénégal le fait bien. Dans nos familles, c'est vrai, vous faites bien de le préciser. Malheureusement, tout le monde veut faire intellectuel. Tout à fait. Intellectuel, les enfants ne comprennent même pas un mot dans leur langue maternelle. Oh, pas même un mot. Et du coup, c'est difficile. Vous voyez des enfants qui sont, excusez, bon, je donne l'exemple, hein, Boudjanou, mais qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas prononcer un seul mot, goût. D'accord? Leur maman est par exemple, leur grand-mère de Ouedo, à Bon-Clavi. Mais ils ne peuvent pas parler. Leur grand-mère de Porte-Nouvelle, elle est de Rwanda. Elle est de la famille. Je sais, Rwanda. Mais ce qui est sûr, elle a passé une grande partie. Je vous corrige juste. Non, elle a passé une grande partie de sa vie à Rwanda. Non, pas du tout. Bon, de toute façon. Vous n'en savez rien. Je sais que vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Maintenant, les enfants ne peuvent pas parler le haïzo, même pas un seul mot. Vous parlez couramment le haïzo. Exactement. Donc, mais vos enfants, je me demande s'ils peuvent parler aujourd'hui couramment le haïzo. Ça veut dire que quoi? Nous-mêmes, nous avons des problèmes. Moi-même, à bien des égards, mon petit enfant à la maison, on a commencé par lui parler le français. Il dit, mais attention. Et là, j'ai commencé par lui parler le fond pour dire que nous devons aussi travailler à cela et travailler à ce que nous développions des programmes dans nos langues maternelles. Aller à la rencontre parce qu'on a tout fait parfois de dire que oui, tel ne comprend pas bien français, tel ci, tel facile. Et puis après, on est toujours exposé. J'estime que, pour finir, que le Niger, ce n'est pas mauvais en soi de vouloir quitter l'OIF. Mais il faut se préparer pour ne pas mettre en difficulté les populations nigériennes. Parce que là où nous allons là, ce n'est pas bon. Mais je pense qu'ils vont toujours rester intégrés au réseau quand même occidentaux. Ils vont toujours garder les partenariats avec ces pays, certains pays qui sont francophones également. Vous savez très bien que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Dès que vous quittez une organisation de la France, soyez sûr que vous allez subir la représailles du côté où la France a des intérêts. C'est-à-dire que dans les autres organisations, vous allez là-bas, vous avez... Pas forcément dans les organisations, vous savez, entre les pays. Et dans l'Union européenne, ils se soutiennent la plupart du temps.
Dès lors que vous... On sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est dans de véritables problèmes. Oui, et donc, ils oui, essaient de pouvoir se stabiliser aujourd'hui sur la scène internationale. Ils réfléchissent toujours autrement. Donc, on va exploiter ces failles-là pour pouvoir quand même permettre au Niger et à l'AES de pouvoir s'implanter dans d'autres régions. C'est tout bénéf. Hein. Je pense que l'AES, pardon, on ne peut que le souhaiter, mais parce qu'ils ont décidé d'évoluer autrement. Et c'est vraiment un courage. Mais le problème, c'est que tous les pays qui se préparent pour ne pas prendre des décisions sur des coups de tête. Parce que vous pouvez avoir une bonne vision, mais dans la mise en place de la vision, si vous faites mal, vous échouez et après, vous devenez la risée de tout le monde. Voilà, nous allons retrouver le matinal pour parler du prix de la tonne de ciment qui est toujours en hausse malgré la note de mise en garde du ministère du Commerce. Marc Gudjan. Oui, il faut remarquer que c'est un constat qui a été déjà fait depuis la semaine passée jusqu'à cette semaine où on a constaté que dans certaines zones, dans certaines communes, il y a spéculation au niveau du prix du ciment. Alors qu'officiellement, le prix du ciment n'a pas changé officiellement. Et si le prix du ciment n'a pas changé officiellement, on se demande qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette spéculation-là au niveau de certaines zones. Lorsque vous prenez la commune de Semenkoudi, par exemple, où normalement, on ne doit pas avoir ce genre de problème parce que n'oubliez pas qu'il y a une cimenterie vers la zone qui n'est pas non loin. Voilà. Et donc, c'est quand même bizarre qu'on puisse observer cette spéculation-là. Et donc, ça se généralise également à plusieurs autres communes. Et il faille quand même que les consommateurs qui ont déjà commencé par tirer sur la sonnette d'alarme, et il faut quand même que le ministère du Commerce puisse prendre également ses responsabilités en ce qui concerne la lutte contre la spéculation au niveau de ces prix-là, pour pouvoir permettre quand même aux consommateurs d'avoir accès au ciment au prix officiel. Mais qu'est-ce qui justifie cette hausse? Non, généralement, il faut comprendre que parfois, ça dépend. Ça dépend parce que lorsque vous devez... Il y a le coût du transport qui agit parfois sur les prix dépendants des zones. Il y a le prix du transport qui agit. Parce que si vous avez... On a la chance, par exemple, dans les périphéries d'Abomey-Calavi, d'avoir en tout cas de grands magasins de cimenterie qui sont là, en tout cas des distributeurs et des semi-distributeurs qui sont là, qui peuvent vendre le ciment, d'accord, au prix normaux, par exemple, et que vous devez aller peut-être jusqu'à dans le profond de Zé, peut-être à 18 km de Zé, dans Zé profond par exemple, où il n'y a pas de cimenterie par exemple, et que vous voulez acheter ici par exemple, c'est vrai que la personne sera obligée peut-être de vous facturer le coût du transport là-dessus. Alors, mais ce qui est un peu anormal, c'est que même si c'est au niveau du coût du transport, et que vous ayez quand même, en tout cas l'honnêteté de pouvoir vendre aux clients au prix qui est fixé normalement. Et vous lui dites, c'est à tel prix que je dois vendre. C'est le prix normal. Mais compte tenu de la zone où je dois vous amener ça, par exemple, il y a tel prix qui doit s'ajouter, à moins que vous-même, vous décidez d'assurer le transport. Mais si le client même décide d'assurer le transport, vous ne pourrez pas encore lui faire une surfacture, vous ne pouvez pas encore surfacturer, par exemple, ce qu'il doit acheter. À moins que peut-être il y a certains commerçants, par exemple, ou certains détaillants qui décident d'aller acheter alors dans ces magasins-là et de transporter vers ces zones reculées-là. Et donc, quand eux-mêmes, ils transportent vers ces zones reculées et qu'ils veulent vendre sur place, ils mettent le prix dessus. Le prix change généralement. Donc, il va falloir quand même, il y a cas par cas, hein, il va falloir, c'est le rôle du ministère du Commerce de pouvoir quand même essayer d'évaluer pour voir en réalité qu'est-ce qui milite à cette inflation-là, pour pouvoir voir, situer les responsabilités à chaque niveau. Mais si c'est au centre où peut-être la disponibilité, elle est toute prête là, et que malgré ça, les commerçants véreux sont toujours en train de spéculer sur les prix, il faut que le ministère du Commerce puisse tirer et mettre fin à cette pagaille-là. Parce qu'on avait déjà remarqué cela. Hein. Vous vous rappelez, il y a quelques années où les prix avaient tellement grimpé, alors qu'officiellement, même au niveau des cimenteries également, il y avait eu augmentation des prix à un moment donné. Et les commerçants en ont profité pour augmenter suffisamment les prix. Et il y avait eu des contrôles, il y avait eu même des saisies, des fermetures de magasins de part et d'autre qui a pu quand même limiter les dégâts. Il ne faudrait pas encore que l'on revienne en arrière. À cette réalité-là. Les agents, hein, les experts, les agents, les directeurs au niveau du ministère du Commerce puissent faire ce pourquoi ils sont payés et non rester dans les bureaux.
Moi, je crois que ce débat de ciment, de prix de ciment à régulariser est un faux débat. Hier, vous avez lu à la une d'un journal, je crois, je vous lis, le message d'un téléspectateur depuis Banikwara. Bonjour, par rapport au prix du ciment, la cimenterie, la tonne coûte 75 000 francs. Le transport, 18 000 sur Banikwara et le gouvernement veut qu'on revende à 95 000. Tu vas gagner combien? J'ai les documents. Pour vous dire quoi? Vous faites bien de préciser l'exemple de Zé, par exemple. Le ciment est vendu, je donne un exemple, à 65 000 francs à la cimenterie. Et celui qui doit revendre doit avoir peut-être un bénéfice de 10 000 francs dans les périphéries de Cotonou, Abomey et autres. Mais quelqu'un qui est à Malanville, vous voulez qu'il vende le même prix que celui qui est à Cotonou? Il y a un problème. Et je crois, ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, j'ai comme l'impression que parfois certains cadres oublient la réalité de la loi du marché. Actuellement, le Bénin est en chantier. Il y a des voies qui sont construites. Il y a des routes en chantier tout le temps. Il y a de grands travaux dans le pays. Ça veut dire qu'il y a une demande forte du ciment. Et quand la loi, Marc, vous avez fait le bac B, sauf erreur de ma part. Ah oui, vous avez fait, ah oui, vous êtes allé en après, en fuyant de l'économie. Bon, vous nous avez abandonné. Mais économie, même en histoire géo, on a appris ça quand même. Hein. Le B, là, c'est pas vrai. Non, même en histoire géo, on a ça. Oui. La loi du marché. Tout à fait. Quand la demande est forte, c'est une occasion pour les vendeurs de profiter de faire des chiffres d'affaires. Cela suppose que quoi? Si vous constatez que les gens font de la surenchère, libéralisez le secteur. Il n'y a pas autre solution que pour ce qui se passe là. Libéralisez le secteur. Permettez à d'autres personnes d'installer des cimenteries. Pourquoi pas une cimenterie dans la zone de Gazoué? Pourquoi pas une cimenterie dans la zone de Savane? Dans le nord. Pourquoi pas une cimenterie dans la zone de Djougou? Pourquoi pas libéraliser le secteur? Pourquoi on veut se cramponner sur seulement les cimenteries qui existent? Non, je pense qu'il faut libéraliser le secteur aujourd'hui. Vous libéralisez le secteur, ça permet à ceux qui sont dans l'autre zone du Bénin d'avoir le ciment à moins de coût et de ne pas faire de la surenchère pour que tout le monde puisse avoir le produit, la matière première. Autrement, si quelqu'un veut se plaindre pour dire qu'il achète le ciment à 100 000 francs à Banikwara, qu'il alors aille à la cimenterie à Savenkoudi ou bien à Sekandi, ou bien qu'il aille à Nugbolé, à Bolo, acheter lui-même le ciment et transporter à Banikwara ou à Parakou pour nous dire comment il souffre. La tonne pour le transport, en tout cas pour le transport pour aller dans la région septentrionale, le prix est fixé par la tonne. Alors, si vous devez avoir 18 000 francs pour la tonne, sur plus 95 000, regardez. Donc, vous voyez un peu, plus 75 000, pardon, vous voyez un peu. Donc, je pense véritablement que les gens n'ont pas d'autre choix que de faire. Je n'encourage pas ça. Mais la loi du marché dit clairement que quand la demande est forte, les gens, c'est la loi du marché. Le produit prend de la valeur. Donc, il faut trouver le moyen, je pense qu'aujourd'hui, on a vécu la même situation avec l'huile récemment. Parce que la demande était forte. Moi, je pense que véritablement, il faut libéraliser le secteur. Permettez à d'autres personnes d'installer des... D'ailleurs, vous allez voir que quand il n'y avait pas la Nocibé, le prix du ciment avait tellement monté. Quand la Nocibé est arrivée, il y a une concurrence dans le secteur, ça a chuté un peu. Ça arrange les populations. Donc, si on peut avoir une autre cimenterie aujourd'hui, ou si les gens sont menacés par le géant de l'Est qui doit envoyer son ciment au Bénin, vous allez voir que les vendeurs de ciment ici, les cimenteries ici, n'auront de choix que de baisser le prix. Malheureusement, ce sont les gouvernants qui encouragent. Mais c'est justement ce que je dis. C'est comme aujourd'hui, vous avez seulement que la Sobebra, alors que s'il y avait d'autres usines de fabrication de boissons, la concurrence serait rude. Celle qui a été ouverte à Glo, on sait comment ça a été fermé. On sait comment ça a été fermé. Donc pour vous dire, moi je dis la meilleure option pour les gouvernants aujourd'hui, cette affaire du ministre du Commerce Monteau-Créneau, les cas du ministère du Commerce Monteau-Créneau pour dire on va contrôler, on va faire ci, on va faire ça. Si eux là, ils doivent vendre des ciments à Malanville et qu'ils doivent acheter ça là, ils vont aller revendre ça à 75 000 francs là-bas ou bien 90 000 là-bas. Ils doivent trouver. D'abord, il y a les risques sur le terrain, parce que vous devez transporter cela là-bas, vous devez faire face aux intempéries. Si pas malheur pour vous, c'est pas bien couvert, qu'il pleut, vous roulez à perte. Et puis après, les dégâts, il y a des paquets de ciment qui peuvent se déchirer. Forcément, il y en a il y a des pertes. Ouais, donc tout ça là, le vendeur a le devoir, en tout cas, n'a pas d'autre choix que
de réajuster le prix pour pouvoir gagner quelque chose. Il ne fait pas ces affaires-là pour les beaux yeux de l'État, il fait ces affaires pour gagner aussi quelque chose pour sa famille, pour vivre. Je pense que j'interpelle le gouvernement. Meilleure option dans cette affaire, libéraliser le secteur. Permettez à d'autres personnes qui ont la volonté d'installer des cimenteries, qu'il y ait une concurrence sérieuse dans le secteur. Nous qui aimons la bière aussi, Oui, qu'on libéralise. vous aimez la bière. Nous qui aimons la bière aussi, qu'il y ait une concurrence saine dans le secteur, vous allez voir que le problème qu'on soulève là, sinon fabrication de comme je l'ai dit dès le départ, c'est un faux débat. D'accord, allons à l'essentiel. Il y a d'autres industries de fabrication de la bière autres que la Sopebra. Il faut qu'on libéralise vraiment, le terrain. Parce que c'est ça qui va en fait empêcher en réalité nos fabricants à Dja qui mettent les produits contrefaits dans les produits de consommation de la Sopebra. Une seule société dans un grand pays a le monopole de toutes les boissons que nous buvons. Parce que tout le monde mange dedans. Parce que tout le monde mange dedans. Non, il n'y a plus ça. Parce qu'il y a quand même... Qu'est-ce que vous voulez dire? Lips existe encore? Non, mais il y a le compatriote Zubero qui fait les autres boissons maintenant. Quelle boisson? Non, attention, c'est sérieux. Quelle boisson? Quelle boisson? Le vrai coca aujourd'hui est fait par... Quel vrai coca? C'est un Béninois qui a la licence. Vous ne savez pas ça. Le vrai coca qui est vendu dans nos bars aujourd'hui est en bouteille ou en bouteille, plastique? oui, en bouteille là, le vrai coca, parce que les autres font. Moi, je n'en prends pas, ça ne m'intéresse pas non plus. Le vrai coca aujourd'hui est fait par un compatriote Zubero et qui a la licence de la firme et qui a été même soutenu par la BOAD tout récemment. Oui, mais vraiment, c'est des réalités qu'on doit vraiment décourager. Non, ce que je dis, c'est que en dehors des billets, boissons alcoolisées que l'autre a le monopole de faire. Goldberg est venu un temps, on a vu comment la société s'est prise pour... Il y a de la concurrence. Non, elle n'existe même plus. Elle n'existe même plus, cette boisson ici. Au niveau ici. des boissons alcoolisées, les billets et autres, il y a l'autre qui a tout le monopole. Mais pour les boissons, comme vous appelez, il y a un nom, ce n'est pas la sucrerie, il y a un autre nom qu'on donne. Agroalimentaire. Non, pas ça. Il y a un autre nom. Bon, bref, le plus important, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un compatriote. Non, mais là, il n'a pas une industrie. Moi, il y a une grande industrie. Oui, mais là, il a pris la licence. Ça veut dire que lui-même n'a pas l'autonomie de fabriquer des boissons. Il représente. C'est différent. Oui, mais il n'a qu'un représentant. Non, les autres ne sont pas tous des représentants. La béninoise, par exemple, qu'on fabrique là, la Sopebra n'est pas représentante. Toutes les autres boissons, les billets dont vous parlez autres là, c'est des licences achetées par l'entreprise dont vous parlez. Et qui produit au plan local. Et c'est de la même manière que notre compatriote... Mais toujours est-il qu'une seule société ne peut pas avoir... C'est le coca, lui, ce qui fait plus mal. Non. Ce qui fait plus mal. Mais écoutez, si combien de Béninois consomment le coca? Compte tenu de ses convictions religieuses, ne peut pas produire l'alcool. l'alcool. C'est un pasteur. C'est un pasteur. C'est un musulman. Ah, ok. Mais bien connu dans les... Et qui a toujours vendu des boissons. Moi, je pense que véritablement, il n'y a plus à faire de monopole. Il y a un début. Dans ce secteur, tout au moins. Ah bon? Oui, on ne parle pas de la bière. Revenons à nous. Il y a un début. Nous allons poursuivre l'analyse. Je vois maintenant ceux qui sont... ceux qui prennent la bière. Même Carole aussi. C'est bon pour la santé. Je ne vous répondrai même pas. Alors, avec la complicité de Rebecca, nous allons retrouver le Clairon qui parle de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes au Bénin. Quelle place pour la jeune fille? Une interrogation qui m'intéresse parce qu'on crie les femmes, mais les filles sont les futures femmes. Il faut place pour la jeune fille. Il faut que les parents, nous puissions éduquer nos filles. Ça commence par là. Première chose, il faut que nous éduquions nos filles pour que les filles de demain, nos filles qui seront femmes demain, soient des femmes irréprochables dans la société, des femmes vertueuses. Et il faut que les mères soient des modèles pour leurs filles. C'est très important. Il faut que nous puissions travailler à ce que les droits des filles soient respectés. Parce que malheureusement, on pense que la fille n'a pas droit à l'héritage. La fille est faite pour la maison, pendant que le garçon est fait pour aller à l'école, pour devenir cadre demain. Et dans certaines localités, jusqu'à l'heure où je vous parle, les gens continuent d'envoyer leurs filles à Cotonou pour servir de domestique. Il y a des points stratégiques à Cotonou et à Calvi où les gens viennent, débarquent, vous allez dans les zones, vous voyez des dames qui vont chercher des filles, notamment le plus souvent dans la région de l'ouest du Bénin ou dans la partie septentrionale du Bénin. Ils amènent les filles, ces dames elles amènent les filles, et les filles sont chez elles,
Et après, quand vous avez besoin de filles, vous allez les chercher chez elles. Et il y a un problème. Et j'ai suivi un documentaire la dernière fois réalisé par une consoeur au plan international. J'ai eu très mal que de voir des parents dire que oui, la fille ira chercher de l'argent pour la famille. Donc la fille travaille ailleurs. Quand la fin du mois arrive, on envoie l'argent aux parents. Et les parents prennent l'argent pour entretenir le garçon, pour que le garçon aille à l'école. Il faut davantage sensibiliser les populations dans nos localités. Il faut davantage leur montrer que les filles ont leur place dans la société. C'est les femmes de demain qui peuvent aider à construire la société. Alors, ceci étant, c'est que le plus important aujourd'hui, c'est de rappeler quand même que les gens qui pensent que les filles doivent être reléguées au deuxième rang, il faut davantage les rééduquer. Et il revient à l'INF aujourd'hui de pouvoir, et c'est pourquoi je l'ai dit, il y a quand même les points focaux dans nos communes, dans nos départements aujourd'hui, c'est de travailler davantage à sensibiliser les communautés. Sensibiliser les communautés sur la nécessité de protéger les filles. Sensibiliser les communautés sur la nécessité de maintenir les filles à l'école. Et le gouvernement fait un travail assez remarquable en la matière. Les projets, différents projets qui ont été développés ces derniers temps, projet SWED pour l'autonomisation de la fille, et le projet Azoli par exemple où on amène les filles, il y a un autre projet, le projet PSIE également, où quand même les filles sont beaucoup plus encouragées. Et puis après, les transferts monétaires qui sont faits pour des filles à l'école aujourd'hui, les filles dans des milieux défavorisés ont quand même à la fin du mois des transferts monétaires, ça permet de les maintenir à l'école. Je pense qu'il faut maintenant davantage développer cette dynamique. Au-delà des filles qui reçoivent des transferts monétaires dans les écoles, il faut trouver la possibilité de cibler des filles qui viennent de certains coins reculés, qui sont dans notre université. Quand je prends l'université d'Abou-Clavi, il y a des filles dont les parents sont rien que des paysans qui n'ont pas grand moyen, mais à qui on a loué une chambre à coucher, peut-être une entrée couchée à Zobadje, mais qui est un cul d'âme parce que la fille, parfois, compte tenu du coût de la vie, n'a pas forcément les moyens de faire face à ses besoins. Et un cul d'âme avec sa vieille voiture de 1998 vient l'embobiner, l'enceinte, et puis après, bonjour les dégâts. Donc il faut trouver la formule de pouvoir aussi cibler des filles qui viennent de ces coins reculés-là, et de les assister et de leur donner les moyens de continuer jusqu'à finir l'université. Quand vous prenez l'exemple de ceux avec qui nous avions fait les bancs de la 6e en terminale, jusqu'en terminale, si elles étaient 12, en terminale, c'est à peine 2 qui restent, le plus souvent. Et donc, si Carole a pu réussir à finir le livre, je parie que c'est parce que papa a une position, maman à un moment donné était là avec la chicotte. Bon, bref, en veillant au grain. Donc, il faut et que les moyens n'ont pas manqué. Et les rôdeurs comme vous. Oui, non, pas rôdeurs, on n'est pas de la même promotion, on ne se connaissait pas. Donc, bref, mais pour éviter aussi qu'il y a que les moyens étaient aussi là. Parce que quand il n'y a pas les moyens également, les filles ont tendance à suivre leurs camarades qui leur disent n'importe quoi. Et c'est ça l'avalanche des busy girls ou je ne sais quoi. Vous voyez, moi j'ai surpris des filles de famille, de bonnes familles à la limite la dernière fois, mais dans des trucs de bizarreries, de busy. Et c'est bien dommage. Marc. Oui, l'autonomisation, la formation, la lutte contre les VBG, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent concourir quand même à encadrer les jeunes filles, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation et à l'ère du numérique, où aujourd'hui il y a ce danger-là également qui guette les jeunes filles. Et ça doit partir de l'éducation que les parents doivent leur donner, la barrière que les parents, le mur protecteur que les parents doivent mettre en place pour pouvoir sécuriser au moins leur fille jusqu'à un niveau donné afin qu'elle quand même puisse traverser cette période de tentation, cette période de fragilité ou parfois cette période de puberté afin de pouvoir dépasser cette limite-là pour pouvoir s'affirmer en tant que femme. Parce que le piège est là, hein. Vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous voyez ces jeunes filles qui ont à peine 19 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, 21 ans, qui aujourd'hui prônent la dépravation des mœurs et qui veulent être des références. Et aujourd'hui, on parle d'influenceuses alors qu'elles influencent négativement leurs sœurs. Et donc, ça part de cette moralisation-là où, tel que Laurent l'a dit, au niveau de l'INF,
au niveau de l'UNESCO, de l'UNICEF également, qui essaie de donner des formations à ces jeunes filles-là, de pouvoir les encadrer. Il faut également un certain nombre d'accompagnements du gouvernement pour pouvoir permettre à éduquer les filles. Et donc, cette éducation qui part de la base de la maison, où les parents, à leur niveau, doivent jouer un rôle très primordial, ajouter au rôle que la société doit jouer, parce que les filles vont vivre dans un environnement, si chacun éduquait de façon adéquate son enfant et lui accordait les moyens nécessaires qu'il faut quand même pour pouvoir rester dans la droite ligne qu'il faut, c'est que même si elles viennent à devenir amies ou sur le monde de l'école, elles arrivent à se rencontrer, c'est que chacun aurait déjà eu une bonne dose d'éducation qui puisse lui permettre quand même de se conseiller entre eux. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, les jeunes filles veulent suivre les autres, leurs camarades et autres, juste pour des occasions de dépravation, juste parce que l'autre a acheté telle chose, parce qu'elle a eu un ami qui est Gaiman, qui est cybercriminel, qui lui a offert un iPhone 16. Ah, moi-même, il faut que je trouve quelqu'un. Déjà sorti. Voilà, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'offrir pour que moi-même je sois de son rang, pour qu'on soit amis. Parce que parfois, dans ce cercle-là, elles vont vouloir t'écarter parce que tu ne réponds pas à un certain nombre de gammes, alors que normalement, ça devait, toute fille doit être fière en réalité de son identité et de sa classe sociale. Il n'y a pas de démarcation à faire parce que l'éducation que tu as reçue de tes parents doivent rester les normes que tu dois respecter et défendre à chaque fois quand tu sors. Et tu dois être fier de cela. Et donc, il y a un travail qui doit être fait par tout un ensemble, hein, que ce soit par nous, parents, que ce soit par les éducateurs également, que ce soit par les organismes internationaux qui existent, afin de pouvoir quand même essayer de réguler la chose. Et surtout, les mariages précoces, ça existe encore. Les mariages précoces existent. Laurent a évoqué le cas des domestiques qui sont envoyés à bas âge dans les villes et qui sont confrontés à tous les problèmes, à l'harcèlement sexuel, à tout, à tout. Elles sont exposées à tout. Mis à part ça, il y a les mariages précoces qui sont encore légion dans certaines zones du Bénin. Il faut déjà commencer par, surtout par la mesure d'inscription ou bien de scolarisation des filles. Il faut que l'on encourage cela pour pouvoir amener beaucoup plus de masse de filles à aller s'inscrire. Et il y a les métiers, par exemple, qui sont des métiers qu'on dit qui sont réservés aux hommes. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, des femmes arrivent quand même à pouvoir s'insérer dans ces métiers. Et il faut quand même encourager également ces femmes, celles qui le font. Par exemple, c'est pourquoi moi, si par mes gars, je tombe sur des vidéos où je vois des femmes faire des boulots d'hommes, par exemple, je vois des femmes peintres auto, par exemple, des femmes menuisiers, staffeurs. Moi, je suis très fier de pouvoir liker ça et de pouvoir même commenter pour pouvoir encourager. Ce sont ces genres d'initiatives qu'il faut encourager, même sur les réseaux sociaux TikTok. Et non celles qui vont afficher leurs seins, leurs fesses. Et non celles qui vendent des produits. C'est celles-là qu'on doit normalement, dont on doit forcément c'est pas mauvais vendre, la promotion. Parce que ce sont celles-là qui, en réalité, valorise l'image de la femme et qui intègre la femme à ce processus-là de parité qui a été toujours réclamé par la femme. Pour finir, au fond, l'INF doit adopter une méthode. Chaque année, pour la Journée internationale de la femme, il faut quand même aller enseigner à nos filles dans les écoles, dans les universités, les femmes modèles qui ont réussi dans la société. Ça va motiver les filles. Parce que quand vous allez éduquer les filles, mais que vous ne leur montrez pas des modèles, des exemples, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? Qui a fait ce qu'ils sont en train de dire là? Donc, il faut quand même donner maintenant la parole à ces femmes-là qui ont réussi. Il y a des femmes qui sont dans l'administration, qui ont étudié, qui sont battues, qui occupent des postes de responsabilité en toute discrétion. Ces femmes, il faut les sortir pour aller parler aux enfants dans les localités. Et je crois aussi que la loi aujourd'hui qui encadre le fait que quand un enseignant sort avec une étudiante, on doit sanctionner, ça encourage et ça permet de mettre les filles à l'école. C'est vrai que même si ce n'est pas consentement de la fille, vous êtes puni. Ça permet quand même aux filles d'avoir la tête pour étudier quand même et de se concentrer sur les études. Merci Roland Tonéikes, merci. J'ai un invité à recevoir sur ce plateau et je dois faire l'horoscope. Oui, on va faire coucou. Il vous arrive parfois ici de ne pas faire horoscope. Non, c'est même pas Carole. Je voudrais quand même qu'on fasse coucou à Rebecca, qui fait un métier
que généralement, c'est beaucoup d'hommes. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Donc, je voudrais qu'on lui fasse un coucou, oui, lui. oui. la Rebecca, féliciter. coucou, on Et qu'il reconnaît dit- ton travail et la voilà. qualité de ton travail. Très jeune en plus. Voilà. Très jeune. Très jeune. Franchement, il faut apprécier. D'accord. Et donc, ce non, n'est non, pas- laisse-moi, c'est pas toi qui as demandé, donc ne fais pas tout le Non, discours. non, non, Allez, non, allez, je- allez je- suivre. je pense qu'il faut quand même décourager ces filles-là qui aiment la facilité. Parce que se réveiller de chez elles à 6 h du matin pour venir ici, c'est pas donné à toutes les filles Ça, de c'est génération. vrai. Ça, c'est Donc, vous vrai. avez vu, c'était une Alors, bonne remarque. Rebecca, Faut quitter là-bas. du courage à toi pour la suite de ton parcours.